si on m'avait dit le 6 octobre 2023, dans 3 ans, il n'y aura plus de régime de Bachar el-Assad, l'Iran n'exercera plus la moindre pression sur le régime syrien, le Hezbollah sera décapité, Israël réinvestira le sud-Liban et même ira au-delà du Litanie. 70% de la bande de Gaza sera occupée par Tsahal et ce sera une zone essentiellement militaire et qui sera dépeuplée. Si on m'avait dit que l'Iran sera bombardé et qu'on ira en guerre avec les États-Unis, non pas protégés par les Américains, mais côte à côte avec les Américains, pour bombarder des milliers, voire des dizaines de milliers de cibles militaires, miliciennes et stratégiques iraniennes, eh bien, je pense, je vous dirais, mais, monsieur, c'est pas réaliste ce que vous dites. Eh bien, je pense que ce qui a été réalisé est tout simplement grandiose. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Meir Masri. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, cher Daniel, comment allez-vous? Ben nous, ça va. On voulait avoir de votre appréciation sur les derniers développements. On est aujourd'hui 1000 jours après le début de la guerre. Il y aura de multiples commémorations pour marquer ce terrible anniversaire. 1000 jours de guerre. Et le moins que l'on puisse dire ce matin, lorsque l'on entend les journaux de la radio et même lorsque l'on consulte les journaux de papier, eh bien, on a un peu le sentiment d'une forme d'amertume, d'une forme de campagne inachevée. Cette guerre n'est pas encore terminée. On a le sentiment qu'Israël n'est pas encore venu à bout de ses ennemis, ni du Hamas dans la bande de Gaza, ni du Hezbollah au nord, ni de l'Iran. Comment vous analysez la situation géopolitique dans laquelle on évolue aujourd'hui ? Je vais vous étonner pour quelqu'un de naturellement pessimiste. Je suis optimiste quant à la situation au Proche-Orient, pour Israël, parce que si on m'avait dit le 6 octobre 2023, et je me souviens très très bien de ce jour, puisque je venais de rentrer de France, et qu'on me disait, eh bien, dans 3 ans, il n'y aura plus de régime de Bachar el-Assad, l'Iran n'exercera plus la moindre pression sur le régime syrien, le Hezbollah sera décapité, Israël réinvestira le sud-Liban et même ira au-delà du Litanie. 70% de la bande de Gaza sera occupée par Tsahal et ce sera une zone essentiellement militaire et qui sera dépeuplée. Si on m'avait dit que l'Iran sera bombardé et qu'on ira en guerre avec les États-Unis, non pas protégés par les Américains, mais côte à côte avec les Américains, pour bombarder des milliers, voire des dizaines de milliers de cibles militaires, miliciennes et stratégiques iraniennes, eh bien, je pense, je vous dirais, mais, monsieur, c'est pas réaliste ce que vous dites. Eh bien, je pense que ce qui a été réalisé est tout simplement grandiose. Et grandiose compte tenu des enjeux, mais aussi compte tenu de la taille objective d'Israël. Je veux dire, on parle quand même d'un pays de moins de 10 millions d'habitants, d'une superficie extrêmement modeste. On est l'un des 3 ou des 4 pays les plus, des 3 pays les plus modestes du point de vue de leur superficie au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, Israël est courtisé par un nombre impressionnant de pays arabes et islamiques, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie, en Afrique. Écoutez, moi je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Même si par exemple, le 7 octobre, même si, pardon, plus de 40 000 missiles et roquettes sont tombés sur le Negev occidental à partir de la bande de Gaza, dans l'impunité la plus totale. Rien n'a été fait pour empêcher cela. Le Hezbollah a réussi à mettre en place un État dans l'État au Liban, un État clandestin dans l'État légal. Il était devenu l'une des armées les plus puissantes du Proche-Orient. Et il avait creusé des tunnels, il avait mis des stocks d'armes, implanté des missiles iraniens dans la zone tampon, sous la supervision de la FINUL qui ne servait absolument à rien. Pendant 17 ans d'impunité, que ce soit sur le front nord ou le front sud, avec un Iran qui encerclait Israël, eh bien aujourd'hui la situation est bien meilleure. Alors oui, le régime iranien est encore là. D'accord, très bien. Effectivement, le Hezbollah continue à exister, ne serait-ce que formellement. Le Hamas est là. Mais le Hamas contrôle quoi aujourd'hui? 30% de la bande de Gaza. Nous partageons aujourd'hui la bande de Gaza avec le Hamas. On leur a laissé 30%. Nous avons pris 70%. Cette situation pourrait durer des décennies si rien n'est fait pour désarmer le Hamas et traduire
ce qui reste de ces cadres devant la justice. Oui, mais par exemple, vous parliez à l'instant des alliances avec d'autres pays, les pays arabes modérés. Je me souviens qu'à la veille du 7 octobre, eh bien, le prince Mohammed bin Salman avait dit nous sommes à deux doigts d'un accord de normalisation avec l'État d'Israël. Or, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire vraiment qu'on ait progressé, on a plutôt bien régressé. Le sentiment, c'est que les Saoudiens aujourd'hui n'ont pas du tout l'intention de conclure un accord de normalisation avec Israël, que même leur partenariat avec les États-Unis est remis en cause. On les voit en tout cas peut-être en train de flirter avec l'Iran. C'est pas préoccupant, ça? Est-ce que tout se résume dans le rythme de rapprochement avec l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est là le critère fondamental pour évaluer les succès diplomatiques et stratégiques d'Israël dans la région? Franchement, Israël n'a pas amendé la paix. Israël n'a pas amendé la paix. La normalisation avec l'Arabie Saoudite serait un exploit majeur pour les Saoudiens aussi. Je veux dire, Israël ne veut pas se suicider pour plaire aux pays arabes. L'Arabie Saoudite a toujours dit que, oui, effectivement, il y a eu cette fameuse déclaration du prince Ben Salman affirmant que chaque jour qui passe nous rapproche de la normalisation avec Israël. Mais est-ce qu'il a normalisé avec Israël avant le 7 octobre? Est-ce que nous avions déjà une ambassade à Riyad? Est-ce que des responsables saoudiens étaient venus officiellement faire des déclarations à l'aéroport Ben Gurion ou dans les instances officielles à Jérusalem? Ça restait quand même déclaratif, je veux dire. Mais si on compare cela au fait qu'aujourd'hui, Israël est présent militairement en Syrie, Je veux dire, on a mené des opérations d'envergure au Yémen, où l'état-major yéménite a été décimé, où le conseil des ministres a été bombardé. Je veux dire, l'Iran a été atteint en profondeur, y compris en proximité de la frontière entre l'Iran et le Pakistan, par l'armée de l'air iranienne. Alors, est-ce que finalement, ce sentiment que l'on a, par exemple, quand on lit la presse israélienne de ce matin, elle est globalement très pessimiste. C'est peut-être, on va dire, cette incompréhension mutuelle entre l'Orient et l'Occident, Meir, c'est-à-dire le fait que l'Occident voudrait voir des victoires, un peu comme Binyamin Netanyahou dit, victoire totale, et que finalement, face à certains pays d'Orient, en particulier, je parle du régime iranien qui n'a que faire d'assassiner des dizaines de milliers de ses citoyens et qui est prêt à tout faire pour donner le sentiment qu'il contrôle. Finalement, de l'autre côté, on n'a pas encore compris que ça ne marchait pas comme ça du côté de l'Orient et qu'en Orient, eh bien, ça ne se mesurait pas, on va dire, à une victoire ponctuelle automatique, mais peut-être à une victoire dans le long terme. Et si je veux être précis, moi, je pense que le sentiment de malaise qui existe en Israël, c'est plus un sentiment de solitude. Je veux dire, finalement, on se sent seul. Même les Américains se lassent assez vite, finalement. Oui. Parce qu'il y a des pressions qui sont exercées sur la Maison-Blanche, aussi pro-israéliennes soient-elles, des pressions d'abord internes, au sein même du Parti républicain, des pressions économiques, à part d'un certain nombre de lobbies aux États-Unis également, le pétrole, etc. Parce que les Américains ont leurs alliés dans la région. Je veux dire, il existe entre Jérusalem et Washington une convergence quasi parfaite des intérêts stratégiques de long terme. Là, c'est incontestable. Mais sur le plan tactique, sur le plan des priorités, il y a des divergences. Je veux dire, les Américains sont sensibles aux pressions qui viennent des pays du Golfe, qui ont été très affectés par la fermeture du détroit d'Ormuz, mais aussi par les bombardements des Iraniens pendant des semaines et des semaines. Oui. L'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça, c'est des pays qui ne peuvent pas supporter une situation de crise aussi importante. Et les Américains ont été insensibles à cela. Les Américains ont des relations privilégiées avec un certain nombre de pays qui ne sont pas les meilleurs amis d'Israël, comme la Turquie, par exemple. Oui. Et donc, nous n'avons pas nécessairement les mêmes priorités, et des fois, on pense que c'est regrettable. Je veux dire, on aurait pu faire mieux, c'est sûr, mais ça ne dépendait pas d'Israël. Ça dépendait de l'alliance avec les Américains et du contexte international dans lequel cette guerre s'est déroulée. Alors, je voudrais avoir votre appréciation d'orientaliste et d'expert sur ce qui se passe dans le Nord, les négociations entre Israéliens et Libanais qui ont abouti à un accord. Concrètement, sincèrement, Meir, vous pensez que cet accord a une chance quelconque de se concrétiser ou on va dire c'est uniquement pour la galerie, comme on dit ?
Vous savez, le Liban a dans mon cœur une place spéciale. Le Liban, d'ailleurs, très peu de gens savent qu'Israël et le Liban ont déjà été en paix. Oui. Nous avons signé un traité de paix le 17 mai 1983, un traité de paix qui reconnaissait Israël comme un allié du Liban, Jérusalem comme sa capitale, un traité très évolué à bien des égards et qui a été non seulement signé par Beyrouth, mais il a également été ratifié au Parlement libanais à une large majorité avec la participation de députés, donc de différentes confessions, de druzes, sunnites, chiites, etc., et n'a été abrogé que sous la force de l'occupation militaire syrienne un an plus tard, en 1984. Tout au long des dernières décennies, Israël a entretenu des relations avec un certain nombre de formations politiques au Liban. Israël a des alliés au Liban. Et c'est pour ça que je ne suis, encore une fois, pas pessimiste pour ce qui concerne l'avenir des relations entre Israël et le Liban. Mais seulement, je constate, j'observe que cela n'a pas beaucoup de chances d'aboutir sans la pression militaire. C'est-à-dire, la coercition est un élément et un levier fondamental pour Israël pour faire avancer la paix avec le Liban. Israël n'est pas en guerre avec le Liban. Et d'ailleurs, je le signale ici, Israël n'a jamais été en confrontation militaire directe avec le Liban officiel, oui, avec l'armée régulière du Liban. Oui. Toutes les guerres ont été menées au Liban, ont connu des confrontations militaires avec des éléments étrangers, oui, à la souveraineté libanaise, l'armée syrienne, l'OLP, le Hezbollah. Israël n'a jamais été en guerre avec le Liban. Puis, même en 1948, la participation libanaise était une participation verbale. Il n'y a pas eu une seule balle tirée sur la Haganah durant la guerre de 48-49, la guerre d'indépendance d'Israël. Donc je ne suis encore une fois pas pessimiste quand on entend les déclarations, je ne dirais pas de députés de la droite chrétienne au Liban, ce qu'on appelle la droite chrétienne au Liban, qui est toujours traditionnellement favorable à la paix avec Israël. Mais je vous parle du président de la République, c'est-à-dire qui régulièrement appelle au désarmement du Hezbollah par la coercition et explique qu'Israël n'a pas intérêt à maintenir cet état de guerre avec le Liban, avec Israël. Ça veut dire quoi, n'a pas intérêt à maintenir cet état de guerre? Ça veut dire intérêt à signer la paix avec Israël. Ce sont des déclarations qu'on n'a pas beaucoup entendues de présidents libanais durant les 20 ou les 30 dernières années. Et c'est encore une fois l'une des conséquences de cette guerre des 1000 jours, l'une des conséquences de la chute du régime baathiste à Damas et de l'éloignement stratégique, mais aussi géographique de l'Iran, compte tenu du fait des défaites qu'Israël a fait subir à l'Iran, et notamment le fait que l'Iran ait été chassé de Syrie. Ouais. On le comprend bien, en tout cas, on le voit, même 1000 jours après la guerre, eh bien, les avis sont divergents concernant l'impact de ce conflit sur le Moyen-Orient, l'ensemble du Moyen-Orient. Merci Meir de nous avoir donné un petit peu de baume au cœur, un petit peu plus d'optimisme que ne le sont les observateurs de la presse israélienne de ce matin, en particulier, enfin dire une majorité des observateurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Dr Meir Masri, à bientôt.